l'idée, c'est d'essayer de vous expliquer un tout petit peu ce que l'on peut avoir à mettre en œuvre comme stratégie dans un contexte d'émergence du coronavirus. En pratique, vous comprenez bien on a affaire à un pathogène qui émerge, donc pour lesquels on a finalement assez peu de données au départ, et qu'au bout du compte, on a dans la stratégie de prévention un certain nombre de points sur lesquels on va élaborer finalement des hypothèses, et ces hypothèses sont basées sur des données qui sont liées à ce qui a pu être collecté vis-à-vis d'autres pathogènes. Et en pratique, on voit bien que dans la stratégie de prévention, c'est finalement un certain nombre d'actions qu'on va appliquer les unes avec les autres, avec pour finalité de réduire le niveau de circulation du coronavirus, et donc l'impact de la Covid d'une manière générale, avec un objectif majeur qui est de maintenir la capacité hospitalière dans un état suffisant pour pouvoir prendre en charge à la fois les patients Covid et les patients non Covid, ceci dans les meilleures conditions possibles. Or, dans un contexte épidémique, c'est compliqué, et vous allez voir que je vais vous montrer que dans le contexte épidémique du coronavirus, ça a été particulièrement compliqué, et ça le reste d'ailleurs. Et dans les stratégies de prévention, comme on est apprenant en même temps qu'on met en œuvre, on est en plus en train de développer progressivement des outils qui pour certains d'entre eux n'ont jamais été utilisés. Et de fait, on a une position qui peut être perçue comme incohérente du point de vue de la population, parce qu'on est amené de temps en temps à prendre des décisions qui seront contredites sur la base de l'expérience. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un jeu, je dirais, de la part des médias, de faire dire des choses différentes aux mêmes experts, parce que au mois de mars et au mois d'octobre, on n'est pas avec le même niveau de connaissance. On a justement appris en même temps qu'on a déployé les mesures de prévention, et on sait mieux maintenant qu'on savait avant. Et donc, le défi, et c'est un défi de communication essentiellement, c'est d'expliquer qu'effectivement, on peut être amené à de temps en temps modifier les consignes de la stratégie de prévention parce que l'expérience et la connaissance qui augmentent au fil du temps nous permet de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tout l'enjeu est d'arriver à faire justement la sélection parmi l'éventail des différentes mesures qu'on peut être amené à prendre, qui sont prises d'abord intuitivement, puis après de plus en plus sur ce qu'on appelle les évidences basées sur la science. Eh bien, on va faire le tri de façon à ce que des stratégies qui ont été proposées et qui ne marchent pas ne soient plus utilisées au profit de celles qui marchent et de celles qui ont démontré leurs preuves. Or là, on est aussi dans un enjeu qui est extrêmement difficile, c'est que ça suppose de faire de l'évaluation. Et donc, quand on parle d'apprendre, il s'agit à la fois d'apprendre à la mise en œuvre de ces mesures, mais aussi à les évaluer et à être en capacité de dire si elles marchent beaucoup, un peu, et dans quelles circonstances elles sont amenées à être plus efficaces et dans quelles sont les circonstances où elles sont moins efficaces. Et autour de ça, et c'est juste là où j'en étais quand vous m'avez dit qu'il n'y avait plus de micro, c'est que tout ceci est un enjeu aussi de communication. Or, je ne vais pas parler de communication parce que je ne suis pas un communicant, je ne sais pas vous expliquer comment il faut communiquer, je suis un utilisateur de la communication, mais c'est un élément que je ne prendrai pas du tout en compte, en sachant que malgré tout, c'est fondamental et que ce n'est pas anodin que de parler de communication lorsqu'on essaye de développer des stratégies de prévention qui s'appliquent à une population extrêmement large, puisque le problème, il n'est pas local, il n'est pas régional, il est mondial. Donc, je vais essayer de vous montrer un certain nombre des éléments qui ont été dans la réflexion. Alors, je ne pourrais pas être exhaustif, hein, mais ça va vous permettre éventuellement de comprendre un tout petit peu ce que l'on a fait, un certain nombre de nos succès, parce qu'il y a quand même des données qui commencent à être relativement robustes, un certain nombre de nos questionnements qui persistent encore malgré 7 à 8 mois d'expérience. Et puis, je ferai un tout petit bilan sur la situation actuelle aussi, assez rapidement. Donc, l'histoire, en fait, elle commence au début du mois de janvier, même si elle était probablement légèrement antérieure, essentiellement en Chine, dans une ville qui s'appelle Wuhan, qui se trouve dans la province de Hubei,
où là, vraisemblablement, au niveau d'un marché d'animaux vivants, mais qui est un marché qui vend aussi toutes sortes de denrées alimentaires, ce qu'on appelle un cluster, maintenant tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est un certain nombre de cas groupés sont observés avec une pathologie respiratoire qui est assez stéréotypée quand même malgré tout, et pour lequel on ne trouve pas de pathogène. Donc c'est un petit peu l'histoire qui se répète avec l'histoire du SARS coronavirus en 2003. Et à la différence de 2003, on a été en capacité extrêmement rapidement d'identifier le pathogène parce que maintenant on a des outils qui sont très performants qui s'appellent le séquençage à haut débit, qui finalement, entre le moment où l'alerte a été clairement identifiée par les autorités sanitaires chinoises, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, et le moment où la séquence du génome viral complet a été mise en ligne, disponible en accès libre pour tout le monde, eh bien, il s'est passé 10 jours. Donc on voit que le 10 janvier, l'ensemble de la planète connaissait ce virus. En tout cas, était incapable de décrypter la séquence génétique. Et ce partage d'informations a permis à un certain nombre de pays, pratiquement l'ensemble de la planète aussi, en tout cas, de mettre en place des outils qui permettent de faire du dépistage. Et à partir du moment où vous êtes capable de faire le diagnostic d'un cas, eh bien, la surveillance devient beaucoup plus simple. Et de fait, on sait appliquer en parallèle les mesures de prévention, puisque à partir du moment où un cas est identifié, on sait comment il faut, a priori, gérer le risque de doublon. On a la personne source. Et jusqu'à la fin du mois de janvier, pratiquement tous les cas qui étaient rapportés, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui en rapportent, tous les cas qui étaient rapportés étaient des cas d'importation, c'est-à-dire que c'était des patients qui venaient de Chine, qui étaient asymptomatiques quand ils partaient de Chine et qui développaient les symptômes une fois qu'ils étaient dans le pays qu'ils visitaient. Et ce n'est qu'après le 31 janvier que vraiment des chaînes de transmission locales s'installent, et notamment en Italie, vous savez que c'est le premier pays qui a été largement touché. Mais ce qu'il faut aussi se rappeler, et ça c'est quelque chose qui est souvent oublié, c'est qu'en fait, lorsque l'on regarde la dynamique du démarrage de l'épidémie, non seulement en France, mais aussi dans de très nombreux autres pays, et c'est ce qui est expliqué ici, c'est que finalement, avant le 1er mars, il n'y avait pas de problème. Avant le 1er mars, il n'y avait pas de diffusion locale du virus. Et ça, c'est lié au fait que, avant le 1er mars, finalement, les systèmes de surveillance n'avaient pas observé de réelle mise en place de chaînes de transmission continues dans les différents pays. On avait à gérer un certain nombre de clusters, on avait à générer un certain nombre de foyers, mais tous ces foyers étaient identifiés et neutralisés grâce au système du contact tracing. C'est-à-dire qu'on avait des brigades, c'était comme ça qu'elles s'appelaient à l'époque, des brigades des ARS qui allaient sur site quand on identifiait un cas. Et de nouveau, cette identification était facile puisque les tests diagnostiques avaient été diffusés à l'ensemble des laboratoires hospitaliers. C'était une gestion qui était très hospitalo-centrée à l'époque, puisqu'on était dans une stratégie d'extinction, la volonté d'éteindre tous les foyers. Eh bien, on était en capacité de détecter tous les cas contacts, tous les cas secondaires, et d'éteindre les chaînes de transmission. Donc c'est pour ça que je vous dis que finalement, jusqu'au 1er mars, on a contrôlé la circulation épidémique du virus. Mais, comme vous le savez, il y a eu à un moment donné, durant la première semaine du mois de mars, plusieurs événements. Alors en Italie, c'est la notion qu'il existait un foyer dans la région lombarde avec des dissensions politiques qui ont conduit certaines villes à mettre en place des mesures de prévention extrêmement strictes et d'autres par opposition politique aux mairies qui avaient pris la décision de mettre du confinement, de ne pas en faire, qui a entraîné finalement l'explosion, et c'est des conséquences directes de choix qui ont été pris, de choix de ne pas faire, qui ont été prises par certaines communes en Lombardie, qui ont entraîné la dimension épidémique que l'Italie a eue. En parallèle, on a en France, nous, une situation qui était très similaire à celle de l'Allemagne, mais à un moment donné, on est parti sur deux plans très différents. C'est qu'en France, il y a eu à un moment donné deux énormes foyers de cas de coronavirus qui n'ont pas pu être maîtrisés. Le premier, c'est celui du regroupement évangélique à Mulhouse, où environ 3000 personnes se sont retrouvées pendant une semaine à l'intérieur d'un bâtiment unique, avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup d'interactions, etc.
Et à la sortie de cette semaine de réunion, sur les 3000 personnes, 1000 personnes étaient infectées. Et ce qui a entraîné, comme ces 1000 personnes sont parties en France, c'était un regroupement qui ensuite s'est dispersé en France, ça a généré toute une série de micro-clusters que nous avons été incapables de gérer. Et la deuxième chose, c'est ce qui s'est passé en Aisne, dans l'Oise, pardon, à Crépy-en-Valois, où finalement il y a eu une introduction du virus qui n'a pas été vue. Le virus a circulé dans les populations jeunes, avec un certain nombre de formes asymptomatiques, des manifestations cliniques assez peu représentatives de ce que pouvait être le coronavirus, et de fait, une explosion épidémique qui n'a pas été vue. Le premier indicateur qui a été celui qui a permis d'identifier ce foyer épidémique à Crépy-en-Valois, c'est le décès d'un médecin généraliste qui a été observé à la fin de la première semaine de mars. Et donc, on était, en fin de compte, probablement à ce moment-là, après 20 jours d'évolution de l'épidémie dans la région. Et à partir de ce moment-là, c'était plus possible de contrôler. Et donc, très vite, cette épidémie a pris de l'ampleur. Et bien évidemment, à partir du moment où l'épidémie a pris de l'ampleur, il a été question de mettre en place un certain nombre de mesures de prévention. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, le démarrage épidémique, il a été relativement homogène en Europe, et vous verrez que pour ce qui est de la deuxième vague, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme mesure? On a commencé par fermer les écoles. Cette fermeture des écoles était basée, voilà, typiquement le genre de décision qui a été prise sur l'absence de connaissances et l'inférence de connaissances que l'on avait sur d'autres pathologies respiratoires qui se transmettent par voie aérienne, et qui fait qu'on sait que quand on a une épidémie de grippe, la fermeture des écoles permet le contrôle de l'épidémie. Donc par proximité, en quelque sorte, on s'est dit on va fermer les écoles parce qu'il est probable, et de nouveau, Crépy-en-Valois était quelque chose qui étayait un petit peu cette hypothèse, il est probable que les écoles primaires, secondaires, étaient des zones où la diffusion du virus pouvait prendre de l'ampleur et donc avoir un impact sur la diffusion épidémique. Et vous savez maintenant que l'on sait que finalement, la fermeture des écoles primaires est inutile, puisque les enfants ne transmettent pas à leurs parents, c'est l'inverse, c'est les parents qui transmettent aux enfants, et la transmission entre enfants en école primaire est extrêmement limitée. Donc, le coût sociétal de la fermeture de l'école primaire est démesuré par rapport à l'avantage que l'on a. Et c'est typiquement une mesure qui, aujourd'hui, n'est plus utilisée. Vous voyez bien qu'on fait tous nos efforts pour maintenir les écoles primaires ouvertes, sans conséquence, finalement, sur la diffusion. Il y a eu la restriction des déplacements, qui était basée aussi sur la notion intuitive que si les gens ne bougent pas, eh bien, la diffusion du virus ne se fait pas. C'est très logique, dans le sens où la transmission, elle est interhumaine. On est contaminé parce qu'à un moment donné, on a eu un contact sans prévention avec une personne qui était malade. Que cette personne soit malade, symptomatique ou asymptomatique. Donc, il avait semblé utile, et ça, cette restriction de déplacement, elle a été mise essentiellement en fin identifiée comme telle en fin de la phase du confinement, mais le confinement en soi, c'est une restriction de déplacement. Donc, ça se combine avec de la distanciation physique et de la distanciation sociale. Et la distanciation physique est basée sur la connaissance que l'on a de la diffusion des pathogènes respiratoires par voie aérienne, en sachant qu'il y a deux dimensions de transmission, qui est ce qu'on appelle, pour faire simple, les grosses gouttelettes et les petites gouttelettes. Les grosses gouttelettes sont celles qui tombent, les petites gouttelettes sont celles qui volent. Et pour bien comprendre la différence entre les deux, les micro-gouttelettes qui peuvent être responsables d'une vraie transmission aérienne, c'est l'équivalent d'un nuage. C'est des micro-gouttelettes qui sont humides, qui restent dans l'air. Les nuages ne tombent pas, mais on peut physiquement les voir parce que la densité de ces gouttelettes est très importante. Eh bien, c'est pareil, quand on parle et qu'on est infecté, on génère ces micro-nuages, alors qu'ils ne sont pas physiquement visibles, dans les espaces. Quand l'espace est clos, il y a un enrichissement progressif de la densité de ces gouttelettes dans l'air qui est dans ces pièces. Et de fait, à un moment donné, on passe un seuil de charge qui fait qu'on passe au niveau d'une dose infectante. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant d'ouverture des locaux fermés, on parle de port de masque. Et rappelez-vous, sur le port de masque, on a eu une position qui a été un petit peu fluctuante. Pourquoi? Parce que, clairement, d'abord, il y avait une pénurie. Deuxièmement, on voulait optimiser l'utilisation des masques de façon à ce que les situations dans lesquelles le masque était vraiment quelque chose d'important, que les masques soient bien disponibles à ce moment-là.
Et bien donc, on a commencé par dire que le port du masque pour la population générale n'était pas utile. Et maintenant, vous voyez qu'on dit exactement l'inverse. Mais c'est basé sur le fait que, initialement, on a eu la notion que la transmission par les micro-gouttelettes, celle qui avait mon image de nuage, était marginale. On n'arrivait pas à la documenter, ce n'est que les grosses gouttelettes. Donc à partir de ce moment-là, si on est sur grosses gouttelettes, la distanciation physique est suffisante. C'est-à-dire que si vous êtes à plus d'1,50 m, alors il n'y a rien de magique entre 1,49 m et 1,51 m, on est bien d'accord. Hein. Mais quand on est à 1,50 m environ, en distanciation physique, on sait que le risque d'une contamination par les grosses gouttelettes est quasi nul. Et ça, c'est reste robuste. Donc c'est pour ça que sur le port du masque, c'est la connaissance d'une transmission par voie aérienne stricte qui a été documentée par des documentations d'infection, notamment dans des restaurants ou dans des structures fermées que peuvent être certains bureaux, certaines structures de production qui sont très fermées. Eh bien, on a vu qu'il y avait cette transmission aérienne, et c'est pour ça que maintenant on fait ce retour en arrière en disant non, 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 mais finalement on avait tort. Il faut admettre de dire qu'on avait tort, mais on avait tort par manque de connaissances sur le fait que le port du masque, finalement, il est utile pour tout le monde. Et il est utile pour tout le monde, même à l'extérieur, quand on est dans des zones où on sait que la distanciation physique ne peut pas être préservée et qu'on est à proximité. Typiquement, c'est les boîtes de nuit, c'est les bars, parce que c'est là où, premièrement, il y a de la musique, les gens parlent fort, donc ils excrètent beaucoup de ces sécrétions respiratoires. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance, pardon, et il y a de l'alcoolisation qui fait tomber les autres réflexes de prévention. Donc on voit qu'on combine finalement tout un élément de facteurs de risque qui mène à un risque élevé de transmission. L'hygiène des mains reste aujourd'hui quelque chose qui est très bien accepté et c'est compréhensible. En plus, c'est multitâche. Je dirais que ça permet d'aller au-delà de simplement la prévention du coronavirus, avec la notion que finalement, cette hygiène des mains, elle reste importante pour contextualiser le fait qu'on est dans un moment hygiénisant, en quelque sorte. La transmission manuportée, elle est extrêmement rare. Elle est possible, mais elle est extrêmement rare. Elle survient quand quelqu'un éternue dans sa main quand il est malade, qu'il ne se désinfecte pas les mains et que derrière, il va aller serrer la main de quelqu'un d'autre, que cette autre personne ne se lave pas les mains après avoir serré la main de quelqu'un, ce qu'en général on ne fait pas parce que c'est perçu comme un affront, et qu'ensuite on porte les mains au visage. Sachez qu'avant le port du masque, en moyenne, je ne vous vois pas, mais on porte ses mains sur son visage une fois par minute. Donc, certains d'entre vous, aujourd'hui, ont leurs mains proches de leur visage ou de leur menton. Eh bien, si vous avez les mains contaminées, que vous les posez sur la peau et que vous les posez à proximité de vos yeux, il n'y a pas de contamination par les yeux, mais les yeux drainent ce qui se passe autour des paupières, passe par le canal lacrymal va dans la fosse nasale, et la fosse nasale est l'endroit où se réplique le virus. Donc, l'hygiène des mains, stricto sensu, c'est peut-être pas la mesure qui est la plus efficace en termes de prévention, mais en tout cas, c'est celle qui permet de faire un contexte et surtout d'expliquer qu'on a affaire à un pathogène transmissible. Donc, c'est beaucoup plus de l'imprégnation mentale que de la réalité de protection. Et puis, en mesure utilisée, on a eu, moi, ce que j'appelle à chaque fois la bombe atomique, le confinement. J'aime bien cette image de la bombe atomique parce que c'est redoutablement efficace, et vous allez voir, mais ça a des conséquences. Et les conséquences sont à peser en balance avec le bénéfice. C'est toujours pareil, on est dans une relation bénéfice-risque. Et on voit que finalement, le confinement a généré d'abord un stress social extrêmement important, a eu des conséquences aussi sur la santé mentale, ça a eu des conséquences économiques que je ne peux pas juger, je suis totalement incompétent pour ça. Mais on voit qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et l'exécutif ne retournera pas au confinement. Parce que les conséquences de ce confinement, aujourd'hui, dans la balance bénéfice-risque, tout va être fait pour l'éviter. Et c'est clair, et on l'a dit dans un de nos avis du Conseil scientifique, si on est obligé de revenir sur un confinement généralisé, c'est que vraiment, il n'y a pas eu d'adhésion et de mise en œuvre efficace de l'ensemble des autres mesures qui permettent le contrôle du virus. Le message qu'on essaye de passer avec toutes ces mesures, c'est que finalement, la diffusion de ce virus au sein de la population n'est pas une fatalité. Ce n'est pas inéluctable. On a toute une série d'outils qui nous permettent de prévenir ça. Et quand on regarde l'impact du confinement, il est très net. Hein. Le confinement, je vous le rappelle, c'est le 18 mars. Donc, le 18 mars, on était dans une situation où on a eu
une augmentation extrêmement élevée. Hein. Regardez le début de la courbe de la courbe E. Ça, c'est un papier qui a été écrit par Simon Cochenez, hein, qui est paru dans une excellente revue. Eh bien, on voit qu'à partir du moment où le confinement a été mis en place, on a une cassure immédiate des chaînes de transmission. La proportion des gens infectés s'est réduite très vite et le nombre de nouvelles infections a été réduit très vite. Et tout le monde sait maintenant ce qu'est le R0, hein, c'est-à-dire le temps, le nombre statistique de cas secondaires à partir d'un cas index. En un jour, on a fait passer ce R0 de 3 à 0,7. Or, 0,7, c'est la fin de l'épidémie. C'est le moment où il y a moins de cas secondaires que de cas index. Et ça vous explique la pente derrière. Mais si vous comparez la pente du graphe G, si vous comparez la pente de montée et la pente de descente, hein, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur le même rythme, parce que quand vous avez un accroissement du nombre de cas qui est sur la base d'environ 3 fois plus, et un temps de génération, c'est-à-dire le moment où on a multiplié par 3 le nombre de cas qui était de 3 jours à l'époque, vous voyez qu'on considérait qu'à l'époque du confinement, en France, il y avait en moyenne, on pensait, de l'ordre de 300 000 nouveaux cas par jour. Donc, il faut regarder ça et garder ce chiffre en tête par rapport à la situation actuelle, où actuellement on est sur une estimation à 30 000. Donc on est nettement moins dans une dynamique d'évolution de l'épidémie qui n'a rien à voir avec celui de mars. On n'est pas du tout dans la même dynamique. Il y avait 10 fois plus de cas par jour en France lorsqu'on a décrété le confinement. Et vous imaginez bien que si on n'avait pas fait ce confinement, très rapidement, 2 jours plus tard, 2 jours après le 18, on était à 500 000. Hein, et ça, globalement, c'est impossible. Le problème aussi, c'est que ces cas étaient groupés dans des régions. Et c'est ce que vous montre la carte de France. On avait la région Grand Est et la région Île-de-France qui étaient massivement touchées, et d'autres régions de France qui ne l'étaient pas du tout. Et ça aussi, c'est quelque chose à comprendre en termes de différence par rapport à l'épidémie en cours, c'est qu'à l'époque, on avait donc des zones, des surfaces, des espaces réservoirs sans activité coronavirus, ce qui a permis de faire du transfert de patients. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation, vous verrez. Et au bout du compte, ce confinement a été terriblement efficace, puisqu'on a contrôlé cette épidémie. Et on voit bien que c'est des courbes qui permettent de voir, hein, vous avez de nouveau les deux courbes qui montraient le nombre de nouveaux cas, et cette fois-ci décliné sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le nombre d'admissions en réanimation et d'hospitalisation. La mesure prise, et c'est ça aussi qui est important, le 18, n'a eu un impact visible qu'à partir du début du mois d'avril. Il faut donc 15 jours pour mesurer un effet. Tout ceci est lié au fait que l'inertie de l'infection et du délai d'incubation entraîne à un moment donné que les cas continuent, puisque même quand on casse les chaînes de transmission le 18, le délai d'incubation moyen est de 5 jours, donc vous avez des nouveaux cas qui s'accumulent au moins pendant 5 à 7 jours. Donc on voit que jusqu'au 25, il y avait encore l'augmentation du nombre de cas. C'était normal puisque l'impact du confinement n'était mesurable qu'à partir du 25. Et lorsque l'on sait que l'hospitalisation se fait une semaine après le début des symptômes, en moyenne, donc c'était 25 plus 7, c'est-à-dire le 2 avril. Finalement, on s'attendait à ce que ce soit le 2 avril qu'on ait le pic d'hospitalisation, ensuite une décroissance. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et les modèles qui étaient projetés sont les mêmes que ceux qui ont été observés. Donc, on voit que finalement, le confinement a joué son rôle. Et au bout du compte, on a eu un scénario post-confinement qui a été écrit au mois de mai, au mois de juin, par le conseil scientifique, où on avait dit qu'il y a 4 possibilités. Soit on va rester sous contrôle, on n'y croyait pas. Soit on va avoir l'émergence de clusters et la reprise locale de l'épidémie. C'était ce qu'on pensait arriver. Puis après, peut-être un phénomène de glissement progressif sur une reprise diffuse à bas bruit de l'épidémie. Et cette reprise diffuse à bas bruit de l'épidémie est finalement ce qui a été observé à la fin du mois d'août. Puis après, le scénario 4, c'est l'épidémie atteint un stade critique. Et pour nous, le stade critique, ce n'est pas celui dans lequel on est actuellement. C'est le stade qui conduira à une nécessité de confinement généralisé. Avec
le petit corollaire de dire si le scénario 4 se met en place, c'est un échec de l'ensemble des stratégies de prévention. Et ce qu'on a aussi dit très rapidement, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle un plan de réaction de prévention et de réponse qui devait se mettre en place au niveau des métropoles parce qu'on anticipait que la reprise épidémique partirait par les métropoles. Eh bien, on ne s'est pas beaucoup trompé. Donc, au bilan, après la première vague, on a eu un certain nombre de régions touchées. Les enquêtes de séroépidémiologie disent que dans les régions les plus touchées, ça n'a concerné finalement que 10 à 12% de la population. Donc vous voyez que si dans le contexte de la circulation du coronavirus, on voulait avoir une immunité collective, c'est 65% d'immunité collective qu'il faut avoir pour que le virus, après, ne circule plus sur un mode épidémique, en l'absence de mesures de prévention. On est loin du compte. Et ce qui a été observé dans le passé avec peut-être le virus qui ressemble le plus à ce qui se passe en ce moment, c'est la pandémie de 1918. Il a fallu 3 circulations épidémiques consécutives pour atteindre le niveau de protection de 65%, en l'absence de mesures barrières, en l'absence de confinement, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est sur une prévention sur du long terme, et on n'est pas sur quelque chose qui est à court terme. Une fois qu'on a contrôlé ça, et je vous ai dit, on a eu le début de la première vague, qui a été cassé par le confinement, la maîtrise. Au mois de juin et début juillet, on était sur vraiment un niveau de circulation très bas, puis une augmentation progressive, comme décrit dans le scénario 3, avec de temps en temps des petites poussées, et notamment il y a eu en Mayenne à un moment donné un énorme cluster qui a été maîtrisé, parce qu'il était isolé. Et lorsque l'on regarde ce que j'appelle le début de la deuxième vague, et que l'on regarde à peu près au 15 septembre, quels étaient les départements qui commençaient à avoir une circulation intense du virus, eh bien, si vous superposez la carte de France avec les villes de plus de 100 000 habitants et la carte de France avec les départements qui sont signalés comme premiers ayant rebasculé dans la dynamique épidémique, vous avez une superposition quasi parfaite. À part quelques villes, et il y a finalement un nombre limité de villes où on voit qu'il n'y a pas encore eu de reprise épidémique, mais sachez que ce phénomène de rattrapage est en train de se faire. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la densité de population joue un rôle dans la transmission, ce qui semble être une évidence. Donc la situation aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle qu'on avait. Parce que les avancées, c'est qu'aujourd'hui, on a un nombre de tests et un accès aux tests qui est extrêmement élevé. J'ai écrit ça il y a 3 jours. 1,2 million de tests réalisés chaque semaine, on en est à 1,6 million de tests réalisés par semaine. Ce qu'il faut bien comprendre, pour vous donner un petit peu ce que ça représente comme effort, mon laboratoire de virologie, qui est probablement le plus gros laboratoire de virologie de France, a aujourd'hui son activité, tout virus confondu, qui est multipliée par 2, simplement parce que ce que je fais pour tous les virus, le VIH, les hépatites, les virus respiratoires, les virus des gastro-entérites, les virus des immunodéprimés, CMV, etc., les virus des femmes enceintes, etc. Quand on additionne tout ça pour le suivi de l'ensemble des patients de Lyon, eh bien, je fais exactement le même volume en activité en coronavirus. Donc, on a un effort considérable qui a été fait, avec en plus un délai de réponse qui aujourd'hui est plutôt bien. La deuxième chose que l'on a fait, c'est développer ce qu'on appelle tester, tracer, isoler, en disant que c'est un triptyque. C'est un triptyque qui est indissociable. Si on veut maîtriser l'épidémie, il faut qu'on associe les 3. C'est-à-dire qu'on teste, c'est bien, mais on fait quoi d'un résultat positif? Ce résultat positif, il doit générer une action. Et cette action, c'est premièrement de tracer, c'est-à-dire d'identifier les contacts de la personne positive. La personne positive, statistiquement, elle a contaminé, et c'est la valeur du R0 qu'on a actuellement, qui est un peu fluctuant, mais qui est de l'ordre de 1,5. Statistiquement, dans les personnes qui ont été au contact de ce cas malade dans les 2 à 3 jours qui ont précédé le début de ces symptômes, il a contaminé 1 à 2 personnes. Donc il faut qu'on les trouve. Il faut qu'on les trouve avant que ces personnes développent les symptômes, de façon à ce qu'on casse la chaîne de transmission. Donc c'est tracé. Et une fois qu'on a trouvé la personne malade et qu'on a trouvé les contacts infectés, il faut qu'on les isole. Il faut qu'on casse les chaînes de transmission en disant vous ne devez plus avoir de contact social. Vous devez vous isoler. Et cet isolement était au départ considéré comme devant être fait sur 2 semaines. C'est inacceptable par la population. 2 semaines, d'autant plus que parfois, les gens isolés asymptomatiques, lorsqu'on les teste, ils développent des symptômes. Donc c'était 14 jours d'isolement après le test.
Donc, on a fait un travail scientifique qui était de dire cet isolement, il a du sens quand il dure 7 jours. Et c'est de nouveau une espèce de balance bénéfice-risque. J'y reviendrai, je vais vous montrer la logique qu'on a utilisée. Le port du masque dans les lieux clos et dans les lieux publics, aujourd'hui, c'est une évidence. On sait, puisqu'il y a une transmission avec ces micro-gouttelettes, on sait qu'il est indispensable de porter le masque comme il faut. J'aurais dû le mettre entre parenthèses, hein, parce que quand on porte le masque sous le nez, c'est qu'on n'a rien compris à la science. Hein. Chaque fois qu'on respire, on émet des microparticules, et chaque fois qu'on inspire, on inhale des microparticules. Donc, comme on peut respirer par le nez, eh bien, si on porte le masque sous le nez, on ne se protège pas et on ne protège pas les autres. Donc, quelqu'un qui a un masque sous le nez, c'est comme s'il n'en avait pas. C'est un déni de la science, en quelque sorte. Il y a ceux qui le portent sous le menton, ça, c'est ceux qui croient au miracle. Hein. C'est ceux qui pensent que le fait d'avoir un masque quelque part sur le visage va les protéger. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien compris d'une manière générale à la science, c'est ceux qui ne portent pas de masque. Donc, on voit que ce port de masque aujourd'hui, c'est la peur du gendarme qui le fait porter par certains, qui le porte sous le menton justement et qui le remet en place, et donc ça devient un ustensile finalement pour éviter d'avoir une amende, et pas du tout un ustensile de prévention, ce qui pose un problème, notamment dans les métropoles où la densité de population, et souvent les personnes qui sont en opposition par rapport à cette stratégie de prévention se retrouvent et participent bien évidemment aux chaînes de transmission. La population et la population à risque de forme grave, on lui dit de se protéger, elle se protège, mais malgré tout, on voit qu'il y a une porosité dans la transmission du virus. Et la meilleure prise en charge des formes graves, elle est à l'hôpital, mais on le fait de mieux en mieux, et les durées moyennes de séjour sont en train de réduire, on voit que finalement, on se protège. Donc, par rapport à l'isolement, ce qui est clairement démontré par la science maintenant, c'est que le pic de transmission, il est 2 jours avant le début des symptômes, 2 jours après le début des symptômes. C'est là que se fait toute la transmission. Et donc, si vous aviez un délai de réponse qui était à 3 jours et que la personne ne s'isole pas, eh ben, ça n'avait aucun intérêt. Donc, de fait, c'est pour ça que les messages aujourd'hui sont, dès que vous êtes symptomatique, vous vous isolez, vous vous faites tester le plus rapidement possible et on vous donne la réponse le plus rapidement possible. En revanche, quand on est au-delà du 7e jour après le début des symptômes, c'est-à-dire que si vous faites 6 plus 7, c'est-à-dire 13, il n'y a plus d'infectiosité. Donc, c'est pour ça qu'on libère les patients au bout de 7 jours, parce que même si on détecte encore de l'ARN, ils ne sont plus contagieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que entre le début des symptômes et la transmission, comme je vous le disais, il se passe 7 jours maximum, mais le profil de l'infectiosité, il est 2 jours avant et 2 jours après le début des symptômes. Donc, de fait, si on prélève quelqu'un qui est en isolement parce qu'il a été contact au 7e jour, on va documenter la présence du virus sur au moins 2 jours de plus, 9e, voire 10e jour, 2 à 3 jours de plus. Et comme le délai d'incubation maximum est de 11 jours, on voit que finalement, en termes de bénéfice-risque, il ne se passe que 2% des contaminations entre le 10e et le 11e jour. Donc, si on arrive à avoir une adhésion de l'isolement des cas contacts jusqu'au 7e jour, suivi d'un test réalisé au 7e jour pour définir si la personne est infectée ou pas, on va détecter si le virus est là, les présymptomatiques jusqu'au 9e ou 10e jour. Et si on ne trouve pas de virus, il y a pratiquement 100 chances sur 100 que cette personne n'ait pas été infectée, ce qui permet de simplifier la prise en charge. Et donc, à partir de là, on espère entraîner une adhésion. Et vous voyez que c'est bien dans le contexte de tester, tracer et isoler que si l'ensemble de ce triptyque se met bien en place, on va arriver à maîtriser cette épidémie. Et il y a un élément additionnel qui est dedans, qui est super important, c'est bien évidemment Stop Covid, l'application avec le téléphone mobile, que bien évidemment vous avez tous téléchargé, et que personnellement j'ai téléchargé, qui aujourd'hui n'apporte pas l'adhésion. Et elle n'apporte pas l'adhésion alors que vraiment les bonnes raisons avaient été mises en œuvre, elles sont aujourd'hui retournées contre elles. Il n'y a pas, c'est une application Bluetooth, c'est une application qui ne permet pas de vous géolocaliser, c'est une application qui préserve la protection des données de santé, hein, à la différence des pays qui ont accepté que Apple et Google développent des outils, qui donc bien évidemment les stockent et donc va les utiliser d'un point de vue économique. Ce que la France et la Suisse d'ailleurs ont refusé, et c'est pour ça que c'est un développement interne qui s'est fait, parce qu'on voulait pouvoir continuer à maîtriser l'ensemble des données d'information qui pouvaient être là et pas les passer à une entreprise étrangère qui peut derrière utiliser et monnayer ces outils.
Donc, quand on reprend finalement l'état des lieux au 1er octobre, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'analyse épidémiologique? Le virus a continué à circuler essentiellement dans les populations les plus jeunes. Mais après, il y a une diffusion vers la tranche d'âge plus élevée et donc dans les groupes à risque. On est aujourd'hui sur un rythme de 25 000 à 30 000 nouvelles infections par jour. C'est important de le garder en tête parce que ce nombre est très important. Il est plutôt bien documenté parce qu'on fait 1,5 million de tests par semaine, c'est-à-dire un peu plus de 200 000 tests par jour. Donc on a un panorama qui n'est pas exhaustif, mais qui est très complet quand même. Le temps de doublement, aujourd'hui, au 1er octobre, il était estimé alors de 7 jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 3 jours, on est à 7 jours. Mais malgré tout, avec cela, du fait qu'il y a 25 000 nouvelles infections par jour, le système testé, tracé, isolé est mis sous tension parce que le traçage repose essentiellement sur la ressource humaine qui est développée par les caisses primaires d'assurance maladie. 50 000 personnes prennent en charge ce traçage actuellement. 50 000 personnes donnent des coups de fil pour essayer de trouver les cas et leur donner les consignes. Donc, et ce système est sous tension, c'est pour ça que le développement vers l'application smartphone est indispensable pour compléter, pas pour se substituer, mais pour compléter. Il n'y a aucune surveillance des mesures d'isolement. Hein, au Québec, si vous n'êtes pas isolé, il y a un contrôle 4 fois par jour. Si vous n'êtes pas isolé, vous avez 5 000 $ d'amende. Donc, il n'y a pas du tout cette contrainte en France. C'est quelque chose qui a été discuté par rapport au régime de la carotte et du bâton. Pour l'instant, on n'est que dans la carotte. Peut-être qu'à un moment donné, on viendra au bâton. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'on est sur maintenant un scénario 3 qui nécessite des actions urgentes. Et rappelez-vous du message de Jean-François Delfrécy, à un moment donné, c'était ce qu'on disait à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, il y aura des décisions difficiles à prendre. On est en train de les prendre. Donc, tout ceci est lié au fait que le système hospitalier, qui est le système de fin de chaîne, est mis sous tension. Et que le système hospitalier mis sous tension pose un problème général pour la santé de l'ensemble de la population française, puisque si on détourne complètement la fonction hospitalière pour la prise en charge du coronavirus, des patients coronavirus, on ne peut plus avoir la mise en œuvre de l'ensemble des autres outils nécessaires pour la conservation de la santé des Français. Et donc, on a défini des seuils arbitrairement qui définissent à quel moment est-ce que les hôpitaux doivent déclencher, premièrement, leur plan blanc, deuxièmement, le programme la déprogrammation, et puis après la déprogrammation massive et la priorisation des patients. Eh bien, on est un petit peu de temps. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on utilise en fait des scénarios de référence. La logique, enfin le panneau de gauche vous explique un petit peu ce qu'on appelle le taux de conversion en réanimation, c'est-à-dire la proportion des patients qui sont admis à l'hôpital qui vont en réanimation. Au moment du pic épidémique en mars, fin mars, on était au-delà de 25%. C'est-à-dire qu'une personne qui venait à l'hôpital, elle avait plus d'un risque, d'une chance sur 4 en quelque sorte, de finir en réanimation, avec un taux de mortalité en réanimation qui était extrêmement élevé. On a amélioré la prise en charge des patients. Aujourd'hui, le taux de mortalité des patients en réanimation est 2 fois inférieur à celui qu'on avait en mars. On sait mieux prendre en charge les patients et on sait mieux les gérer. Pendant la période calme, ce taux de conversion était extrêmement faible parce que c'était des jeunes. Et on voit que progressivement, ce taux remonte parce qu'on commence à retrouver des fragiles, on recommence à retrouver des personnes âgées et on est sur un taux de conversion qui est de 22%, qui se rapproche par rapport à ce que c'était durant le mois de mars. Avec malgré tout une durée moyenne de séjour qui est réduite et une meilleure prise en charge, donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a moins de mortalité. Toutefois, en admission journalière à l'hôpital, on utilise un modèle qui est un modèle assez récent, qui projette le rythme d'inclusion sur des valeurs qui sont calculées à la fois sur du long terme, sur 4 semaines, et sur du court terme, sur 2 semaines, avec l'idée que ce qui est observé sur 2 semaines, et en comparaison de ce qui est observé en moyenne sur 4 semaines, va vous donner la tendance. Si la tendance est plus grave avec 4 semaines qu'avec 2 semaines de données pour établir le modèle, ça veut dire qu'a priori, ça se passe mieux, parce que les données récentes sont plus rassurantes que les données collectées sur 4 semaines. Inversement, si les données sur 2 semaines sont pires que celles sur 4 semaines, c'est que la situation se dégrade. Eh bien, globalement, sur la France entière, aujourd'hui, on considère qu'un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre amènent peut-être une amélioration possible de la situation, mais vous voyez que c'est marginal, c'est la courbe rouge.
que vous avez sur le panel de droite, à la différence de la courbe verte qui est calculée sur 28 jours. Et c'est le nombre d'admissions journalières en France. Vous voyez qu'on est quand même sur des rythmes qui sont très élevés, avec une dynamique, c'est à toutes choses égales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rajoute des mesures, et bien évidemment, ces courbes vont changer. Il y a aussi un impact des durées moyennes de séjour. Bien évident que si on garde des durées de séjour en réanimation qui sont faibles, on va pouvoir faire sortir les gens plus vite et donc avoir un turnover qui sera plus important. Donc le franchissement du seuil des 6 000 risque d'arriver plus tard. Et les lits en hospitalisation conventionnelle, c'est la même chose. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, malgré tout, à toutes choses égales, c'était avant la décision du couvre-feu, début décembre, on était hors capacité. Tous les lits de réanimation étaient des patients Covid. Donc il fallait bien faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça signifie de faire un effort additionnel pour réduire le R0. Quand on regarde dans l'échelle des réductions des contacts sociaux qui permettent de calculer le R0, on était à 3 au niveau du mois de mars, on est à 1,5, 1,4 maintenant, donc ça veut dire qu'on a réduit le taux de 52%, c'est ce que vous dit cette valeur ici, là, 52%, c'est la réduction qu'on a eue. Pour atteindre un R0 inférieur à 1, il faut qu'on réduise encore de 13%. Ces 52% de réduction, ils ont été obtenus comment? Mesures d'hygiène, mesures barrières, distanciation physique, fermeture des bars, contrôle au niveau des restaurants et communication générale. Tout ceci a déjà un impact. Ça a déjà un impact, mais on sait que les lieux de transmission aujourd'hui, c'est les regroupements familiaux et amicaux dans les lieux de convivialité. Et c'est pour ça, finalement, que le levier additionnel, c'est soit de communiquer en disant, rappelez-vous ce que disait le président de la République, la règle des 6, ne soyez pas plus de 6 à un moment donné quand vous faites un déjeuner ou un dîner. C'est les consignes qui ont été données dans les restaurants, pas plus de 6 personnes sur la même table. Et de fermer un certain nombre de lieux dits de convivialité où le risque de transmission est important. Et on espère que, et je vous dis, et je pèse mes mots, on espère que par ces actions, on va gagner ces 13% qui nous manquent pour atteindre un R0 inférieur à 1. Et disant cela, je fais le constat qu'on n'éteindra pas la circulation du virus. Ce n'est pas possible, c'est inimaginable. On va devoir apprendre à vivre avec ce virus et à gérer cette circulation de façon à ce qu'elle soit le moins importante. Et l'estimation que l'on avait à l'époque, au début du mois d'octobre, on avait le sentiment que le R0, qui était la base, était de 1,2. Comme je vous l'ai dit, elle est en fait un tout petit peu plus élevée. Qu'il y a un délai d'une action d'une quinzaine de jours, hein, c'est ce qui est représenté ici sur la courbe. Les points noirs sont mesurés, la courbe, c'est le modèle. Donc l'impact d'une action qui va réduire le R0 ne sera visible qu'au-delà de 15 jours. Et si on ne fait rien, eh bien on garde la courbe rouge. Si le comportement s'aggrave, on va avoir une augmentation. Et si on arrive à mettre en place des mesures qui vont réduire le R0 de 0,1, de 0,2, 0,3, 0,4, ça vous donne les taux d'admission journalière tels qu'elles sont projetées. Et donc c'est comme ça qu'on travaille et c'est là-dessus qu'on essaye de mettre un tout petit peu la mesure en temps réel des actions que l'on mène, même si on voit bien qu'on n'est pas sur une évaluation individuelle de chaque action, puisqu'au bout du compte, c'est un cumul d'actions qui est géré et c'est un package global et pas des actions individuelles. Donc là, on est sur les données qui sont un peu plus récentes, à peu près mi-octobre. Vous voyez que finalement, le R0 aujourd'hui, il était plutôt considéré à 1,3 en moyenne nationale, mais avec toujours ces mêmes courbes, potentiellement, avec une actualisation, et donc ce goulet qui fait que de toute façon, on sait que pendant 15 jours, il ne se passera rien d'autre que ce que le modèle prédit. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui lorsqu'on a ces projections basées sur les dernières semaines? C'est que, clairement, il faut être extrêmement prudent, puisque les modèles ne sont pas des modèles de prédiction. Ça sert à travailler, ça sert à utiliser, et ça sert à, finalement, affiner la politique de prévention. Ça permet d'expliquer aussi en termes de projection les différents scénarios. Si on rajoute telle ou telle mesure, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, quel est le niveau qu'on va baisser? Ça va nous permettre de faire aussi l'impact des différentes actions qui s'ajoutent. Et ça permet aussi, normalement, de communiquer sur le fait que cette épidémie, il n'y a rien de fatal. Ce n'est pas une fatalité. Cette épidémie, elle est celle qu'on se fait. Hein. Et c'est donc bien l'addition des comportements individuels qui va faire que l'épidémie prendra de l'ampleur ou pas. Et qu'on a la main
pour pouvoir le contrôler, ce que personne ne semble comprendre. Tout le monde pense que c'est la fatalité et que, surtout, c'est la faute de l'absence d'action de l'État. Non, ce n'est pas la fatalité et c'est la conséquence de l'absence d'action individuelle. Ça n'est que ça. Et que donc, finalement, quand on monte ces projections, on les monte sur la base des données que l'on a. On sait que ces données sont extrêmement variables. Il faut se méfier parce que les projections que l'on a, et je peux vous dire que ça a été vrai particulièrement pour Auvergne-Rhône-Alpes, elles changent d'une semaine à l'autre. Il y a 15 jours, Auvergne-Rhône-Alpes avait une perspective favorable. La semaine dernière et cette semaine, Auvergne-Rhône-Alpes a une perspective extrêmement défavorable. Et c'est ce qui est observé. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, on a eu un effet de plateau. Et on se demandait si cet effet de plateau était quelque chose qui était une prise de conscience en quelque sorte collective qui va faire qu'on allait redescendre. Eh bien non, il y a eu un effet de relâchement après cet effet de plateau. Peut-être qu'il a été trop communiqué justement à cause des modèles. Et donc, c'est reparti en vrille. Aujourd'hui, on est sur des taux d'incidence qui n'ont jamais été atteints ailleurs en France. Donc, c'est vraiment, enfin, de nouveau, pour vous montrer un tout petit peu ce qui se passe, et de nouveau avec la logique du scénario qui vous explique ce qui est mesuré. Si vous regardez les 3 derniers points qui sont placés sur la courbe ici pour Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez qu'en fait, on est sur une... Alors, on ne fait pas une courbe sur 3 points, hein, mais on est quand même sur une dynamique qui est quand même défavorable, ce qui vous explique la bascule. Et surtout, si vous regardez bien, la projection que l'on fait sur 7, 14 et 21 jours, montre qu'on est dans une stratégie, dans une logique défavorable. C'est-à-dire qu'actuellement, s'il n'y a pas, c'était avant la décision du couvre-feu à Lyon, s'il n'y avait pas une action qui était prise qui permettait de réduire les contacts sociaux, eh bien, on allait partir dans le mur. C'est très clair, à très court terme, hein, puisque en fait, les capacités hospitalières et les capacités en réanimation allaient être dépassées extrêmement rapidement. Et en termes de capacité de réanimation, à toutes choses égales, avec le scénario de nouveau qui est observé sur la courbe bleue, qui est la courbe la plus défavorable, qui est basée sur les dernières données, vous voyez que ça signifie que avant le début du mois de novembre, on allait être en dépassement des capacités de lit de réanimation de Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, quelque chose qui a plutôt tendance à se confirmer. Mais il y a beaucoup de points d'inquiétude, mais on a des atouts dans les mains. Il n'y a plus de tension sur la réalisation des tests. Le test, aujourd'hui, dans Auvergne-Rhône-Alpes et dans une énorme partie de la France, il est rendu en moins de 24 heures. Le modalité de traçage et de contact d'isolement des cas est en amélioration. Ça se passe de mieux en mieux. Il y a une nouvelle version de Stop Covid qui va être mise en ligne aujourd'hui. Ça va être communiqué par le Premier ministre. Malgré tout, la mortalité dans les populations précaires et dans les populations âgées est en augmentation, très clairement. Donc on retrouve le panorama qu'on avait au cours du mois de mars par rapport à la mortalité. La stratégie au niveau des EHPAD est incomplète. Ça va beaucoup mieux, mais on voit qu'on a des foyers dans les EHPAD. Et clairement, les gens qui fréquentent les EHPAD n'ont toujours pas compris que le danger vient de l'extérieur dans les EHPAD. C'est les visiteurs et les soignants qui sont le risque des EHPAD. Les gouvernances au niveau des métropoles qui sont vraiment un espace où des décisions doivent être prises maintenant se mettent en place. Et ça, c'est une bonne chose. Et il y a encore un petit peu de communication à faire entre les acteurs territoriaux. Et vous savez qu'on a beaucoup poussé pour des comités citoyens qui permettent d'avoir un retour de l'utilisateur, en quelque sorte, qui a été freiné depuis le début. Depuis mars, le Conseil scientifique dit qu'il faut des comités citoyens. L'exécutif n'a pas voulu, parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont géré le comité citoyen pour les questions d'environnement, ils ont vu ce que c'était, donc ils étaient très très prudents. Et en fait, ils ont passé le bébé aux métropoles en disant non, mais c'est les métropoles qui vont faire. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'il faut que ce soit en proximité que ça se passe. Alors, le couvre-feu, est-ce que ça marche? Eh bien, l'expérience que l'on a, elle est proche de zéro. C'est très clair. Hein. À part dans une période de guerre où le couvre-feu n'a pas du tout la même finalité que ce que l'on peut avoir dans une crise sanitaire, on peut légitimement se poser la question de est-ce que ça marche. En fait, ils ont voulu conserver le mot couvre-feu plutôt que confinement nocturne. Nous, on voulait appeler ça le confinement nocturne pour que les choses portent un nom. Et finalement, ils ont préféré qu'on appelle ça couvre-feu parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de confinement. Donc, vous voyez, la sémantique peut avoir de l'importance parfois. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que sur la base du couvre-feu monté en Guyane, ça marche.
Regardez, de nouveau, c'est des données de Simo Kochmes qui sont non publiées, donc malheureusement, vous ne les aurez pas dans le diaporama qui vous sera donné après, ces 2 dernières diapos. Le modèle que Simon Kochnes avait estimé sur le nombre de cas en Guyane était très simple. Il y avait le ligne de base, le scénario favorable et le scénario défavorable, qui sont respectivement la courbe orange, la courbe verte et la courbe bleue. Et vous avez l'observé, qui sont les points noirs. Eh bien, vous voyez que, en fait, le confinement a été mis en place au niveau de la ligne pointillée. De nouveau, je vous rappelle qu'il faut attendre environ 15 jours pour voir l'effet. Mais on voit que dès le début, il y a eu un décrochage, malgré tout, par rapport au scénario le plus favorable, et qu'il y a effectivement eu un effet de plateau, une cassure des chaînes de transmission, puisqu'on s'est retrouvé finalement avec le scénario, un observé qui est meilleur que le scénario le plus favorable. Donc il est quand même aujourd'hui, à la fois lorsque l'on regarde sur, comme l'indicateur qui est l'indicateur le plus fiable en termes de comparaison, le niveau d'hospitalisation et le niveau d'hospitalisation en réa, une preuve que le couvre-feu est une méthode. Alors c'est une preuve basée sur un cas, donc voilà. Mais c'est une méthode qui, dans certaines conditions, en tout cas celles qui ont été appliquées dans le contexte de la Guyane, a permis une maîtrise de l'épidémie et une réduction du nombre de cas et une absence de mise de pression sur le système de santé, qui a fait que finalement, aujourd'hui, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Donc, on voit qu'il y a encore énormément de questions qui restent, on voit encore qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table, on a des outils d'évaluation qui sont très incomplets, on a dans le contact tracing encore les chaînes de transmission et les lieux de transmission qui sont mal identifiés, on a le gros contexte, mais on n'est pas capable de présenter des situations précises qu'il faut absolument éviter, donc on est obligé d'être relativement généraliste. Mais voilà, je pense que vous avez pu voir toute la complexité de la décision qu'il peut y avoir à prendre sur un certain nombre d'indicateurs, en sachant que plus les décisions sont prises tardivement, plus les actions devront être longues et donc difficiles à être acceptées. Mais d'un autre côté, déclencher des actions fortes de façon très anticipée pour éviter qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle aujourd'hui est quelque chose qui n'est globalement pas accepté par la population parce qu'il n'y a pas d'adhésion. Et à ce moment-là, en fait, on perd le coût, on perd le bénéfice parce qu'il n'y a pas d'adhésion et on ne retrouve pas de l'adhésion lors de la mise en place du truc. Donc, c'est vraiment pour ça que le déclenchement se fait sur des seuils et des seuils qui sont malheureusement des seuils relativement défavorables. Et comme, voilà, moi, à chaque fois je le dis, une grande partie de l'ensemble de cette prise en charge repose sur le diagnostic virologique. Et je peux vous dire que les virologues, eux, ça fait depuis le début du mois de février qu'ils sont sur les dents et que ça n'arrête pas. Donc vraiment, pensez à eux. C'est une espèce en danger. Je vous remercie.